Bonjour et bienvenue après quelques semaines d'interruption. Nous avions laissé Nominoé aux portes du Mans avant d'opérer un vaste retour en arrière pour connaître le socle culturel et historique des Bretons. Alors on le sait, les Bretons sont originaires des îles britanniques et ils ont fusionné avec les Armoricains, autre peuple dont ils étaient très proches. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons clore le débat, comprendre comment a évolué la société bretonne entre l'Antiquité et le Moyen Âge. Nous allons découvrir le fantastique rayonnement de l'abbaye de Landévennec et enfin, un scoop, on en sait plus sur les origines de Nominoé. Alors bon visionnage. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, les bagaudes, les révoltes paysannes contre l'établissement romain vont déstructurer complètement la société. Les nobles, les nantis, les gros propriétaires vont se regrouper dans les villes et dans les campagnes, les gens vont être livrés eux-mêmes. La société gallo-romaine va s'effondrer et on va voir une régression considérable des communautés rurales qui vont s'installer dans les ruines de la société gallo-romaine et puis vont subsister avec une économie autarcique qui va se limiter à ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire qu'on va voir dans des endroits, on va même perdre l'usage du fer, puisqu'on va voir réapparaître des arères avec des socs en pierre. Les Armoricains, après les destructions, redécouvrent en quelque sorte leur passé qui a été voilé par l'occupation romaine. Notamment, les noms des villes sont repris. Et il va falloir attendre les premières immigrations bretonnes qui vont arriver à partir de la fin du IVe siècle jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ, qui vont réorganiser le massif armoricain. Ils vont le réorganiser en paroisses, avec les plous et les plaies, ou en monastères, avec les landes et les loques. Et puis, tous ces gens-là, accompagnés des civils qu'on appelle les machtiernes, qui vont devenir des grands propriétaires fonciers, ils vont donc entreprendre des grands défrichements. Et on va augmenter les surfaces de culture, on va changer les modes agraires, on va augmenter les productivités en froment, en orge. Les dirigeants, les seigneurs, tout ce que vous voulez, au lieu de faire leur fortune en attaquant les autres et en stockant des objets d'or et tout ça, ils se sont aperçus que c'était beaucoup plus simple de faire fortune en exploitant les terres. Et c'est l'époque, souvenons-nous de notre école primaire, c'est l'époque en Gaule des rois fainéants. C'est tout simplement parce que tous ces grands féodaux passaient leur vie sur leurs différents territoires. Ils étaient mobiles en quelque sorte, et donc on avait l'impression qu'ils ne faisaient rien, quoi. En fait, non, ils surveillaient leurs terres. Donc en Armorique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là aussi, l'agriculture se développe et on voit se constituer en substitution des lèzes, on appelle des traits, parce que c'est pareil, c'est là aussi, trait, ça veut dire exploitation agricole. Les traits, il y en a partout dans toute la région armoricaine, jusqu'à la Vilaine et tout ça. Ce sont, là encore, les Bretons qui se sont installés. Cette fois-là, ils avaient du bétail, donc ils avaient de l'argent. Donc ils ont pu acheter des terres. C'est un peu simpliste comme truc, mais c'est tout à fait ça. Et là, on va commencer à avoir une société qui va réussir à mettre en place une petite économie qui va évoluer jusqu'au Xe siècle. Et on va avoir une remontée progressive dans tout le haut Moyen-Âge, ce qui fait qu'à partir du 8e siècle, on va même sentir un essor démographique, parce que les gens ont suffisamment de quoi se nourrir, de vivre plus confortablement, et là, on sent un essor démographique. Et donc, même s'il y a une concurrence entre le clergé régulier et le clergé séculier, on peut dire que les monastères vont jouer un très très grand rôle dans l'organisation du territoire et du paysage. Quelle est l'origine de l'abbaye de Landévennec, Jean-Jacques? On est au 5e siècle après Jésus-Christ. Des moines viennent de Grande-Bretagne vers la Petite-Bretagne. Ils s'installent d'abord sur la côte nord, notamment le futur Saint-Budoc, près de l'île de Bréhat, sur un îlot qui s'appelle l'Avrette. Et autour de lui, il a une cour de disciples qui sont en formation. Parmi eux, Guénolé. Et Guénolé va quitter son maître Budoc pour venir fonder un monastère ici près de la presqu'île de Crozon, d'abord à l'île Tudy et puis ensuite sur le site de Landévennec. Donc une abbaye née en cette fin de 5e siècle et a duré jusqu'à nos jours.
Alors, on dit que l'empereur Louis le Pieux a souhaité rencontrer les moines de Landévennec. Oui, en 818, l'empereur Louis le Pieux, donc le fils de Charlemagne, vient à Prisiac, donc en Bretagne centrale, rencontrer l'abbé de Landévennec, parce qu'il attachait une grande importance au contrôle de la future Bretagne et aussi au fait que l'église installée ici soit tout à fait dans la ligne de l'église romaine. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette rencontre? Il y a certainement eu une négociation pour que les moines de l'abbaye de Landévennec adoptent la règle carolingienne pratiquée ailleurs, mais finalement, il y a eu accord et les moines ont certainement dû continuer les pratiques qu'ils avaient avant. L'abbaye de Landévennec va être financée par les Carolingiens, qui voient un lieu de grand prestige. Et puis d'autre part, elle va être financée aussi par le roi de Bretagne. Mais cette abbaye, c'est une sorte de phare commun donc, entre l'Empire et la Bretagne. Il n'y avait pas une concurrence entre Landévennec et Redon, par exemple? Non, Landévennec jouait en première division. Hein, c'était vraiment le phare européen. Et l'abbaye de Redon avait son importance, surtout au sein du duché de Bretagne, du royaume de Bretagne. Donc il y avait une différence d'échelle, puis aussi une complémentarité, hein, parce qu'ils suivaient finalement les mêmes règles, et il y avait forcément des moines de l'un qui allaient dans l'autre, et réciproquement. Donc quand vous dites que Landévennec avait vraiment un niveau européen, il y a des choses qui l'attestent, il y a des... Oui, il y a les ruines, ce qu'on a pu trouver dans les ruines, et puis des parchemins et des manuscrits. Par contre, donc, cette abbaye, on sait que les Vikings savaient qu'elle était prestigieuse, et pour abattre la puissance franque et la puissance bretonne, ils n'ont pas manqué de la détruire à dessein, et pas seulement pour faire un butin, mais aussi pour briser ce symbole de puissance. Alors nous sommes ici en plein dans le cœur de l'abbaye de Landévennec, hein, qui fut détruite à maintes reprises. Hein. Elle a eu beaucoup de tribulations, cette abbaye. Alors il est important peut-être de fixer un petit peu l'importance de l'abbaye de Landévennec par rapport à la langue bretonne et par rapport également à l'actuelle Loire-Atlantique. Oui, l'abbaye de Landévennec a eu un grand rayonnement. Elle a été traditionnellement attachée à la couronne bretonne. Et cette couronne bretonne a eu beaucoup de possessions dans le pays nantais, notamment en presqu'île guérandaise. Et donc ça a donné beaucoup de noms de lieux qui sont d'origine bretonne dans le pays de Guérande, 35% dans le pays de Saint-Nazaire même, contre 7% seulement en pays de Saint-Brieuc. Donc le pays nantais prolonge totalement la Bretagne avec ses contrastes, avec des îlots de langue gallo-romaine, futur gallo, et des îlots bretonnants, parfois très compacts et très importants, comme en presqu'île guérandaise. Derrière nous, Saint-Guénolé, qu'est-ce qu'on sait de lui? Donc Saint-Guénolé, donc abbé de Landévennec, a été très très honoré après sa mort dans le pays de Guérande, où une église porte son nom. Nous voici à côté de Prisiac, en plein cœur du pays du roi Morvan, au niveau de Pont-Tournant. Alors pourquoi cet endroit? Parce qu'il correspond bien à la description qu'ont fait les Francs de l'endroit où se tenait la forteresse du roi Morvan. Une butte avec des arbres près duquel glisse un plan d'eau. Et puis, il faut savoir que le roi Morvan est le premier à avoir sonné la révolte des Bretons unifiés contre l'empire de Charlemagne. Ensuite, selon les travaux des derniers historiens, notamment ceux de Joëlle Kakeber, chercheuse au CNRS, Nominoé ne serait autre que le fils du roi Morvan.
Alors pour en savoir plus, je vous propose de rejoindre Jean-Jacques Monnier. Oui, Nominoé, donc on sait qu'il a été implanté dans le centre-Bretagne, dans le Vantais également. Mais maintenant, on pense qu'il est le fils du roi Murmand, donc le premier roi qui a exercé sa souveraineté sur une bonne partie de la Bretagne. Et ce roi Murmand a été tué en 818 à Priziac ou autour de Priziac, après la défaite face aux Francs. Et donc c'est assez étrange de voir le fils d'un roi assassiné arriver dignitaire au sein de la cour de l'empereur à Aix-la-Chapelle, et puis ensuite reprendre le pouvoir en Bretagne, le pouvoir complet, puisqu'il est roi en totalité, avec tous les pouvoirs d'un roi. C'est une stratégie hasardeuse, non, de prendre le fils de son ennemi pour l'amener à la cour? C'est une habileté politique, je pense, hein, de prendre le chef des révoltés, les plus difficiles à mater, et de le conserver comme à la cour, comme grand dignitaire, et de lui donner le pouvoir sur le peuple qu'il administre habituellement. On peut dire que Nominé est à la fois roi des Bretons et en même temps donc, envoyé de l'empereur en Bretagne pour l'administrer. On peut imaginer que Nominoé ait eu une éducation franque? Il a pu avoir la double éducation, évidemment, comme il séjournait aussi longuement en Bretagne. Les Francs étaient très minoritaires, donc c'était un mélange culturel, sûrement. Mais on voit les grands de ce monde de l'époque communiquer en latin souvent. Le latin, langue de l'Église, sert à la fois aux abbayes et aux différents souverains. Après la disparition de Louis le Pieux, Nominoé ne se serait pas senti délié de son serment? Sûrement, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un deal, si on peut dire, entre Nominoé et l'empereur, Louis le Pieux. Mais après la mort de Louis le Pieux, Nominoé se sent délié de ses engagements. Tant que Charles le Chauve est correct dans les relations avec la Bretagne, ça se passe bien. Et quand Charles le Chauve ne respecte pas l'accord, à ce moment-là, la Bretagne reprend sa totale liberté. Mais elle n'a cessé d'être un royaume. Nominoé aurait-il voulu reprendre sa revanche? Sans doute, hein, surtout que n'oublions quand même pas que le père de Nominoé a été tué par la dynastie franque. Donc il est bien possible que ce soit une revanche qui a été éclatante, hein, puisqu'il y a eu plusieurs grandes victoires de Nominoé contre Charles le Chauve. Et lui, Charles le Chauve, n'a pas les mêmes forces que ses prédécesseurs. D'autre part, il est nettement plus agressif. Et donc la Bretagne se retrouve totalement libre de son action politique, et elle la gagne d'ailleurs, cette liberté, en infligeant des déroutes aux Francs.